Nous recevons sur ce plateau à ma droite Cheikh Hamidou Kane, bonsoir. Bonsoir Mamoudou. Juste à ma gauche Mbaye Jacques Diop, bonsoir. Bonsoir Mamoudou. À l'extrême gauche Massène Niang, bonsoir. Et puis Babacar Justin Ndiaye à l'extrême droite, bonsoir. Bonsoir. Nous aurons aussi des interventions par téléphone. Avant les premières questions, je vous propose de regarder ce sujet de Chérif Dia qui nous rafraîchit la mémoire. Je ne pourrais pas imaginer un seul instant qu'il puisse y avoir vraiment un contentieux quelconque entre lui et moi. Je la regrette. Vous savez qu'il y a 17 ans que je suis lié à Mamadou Dia. C'est moi qui l'ai découvert. Léopold Sédar Senghor, Mamadou Dia. Le premier est né en 1906 à Joal, le second en 1910 à Khombole. Amis de longue date, ces deux figures de l'histoire politique du Sénégal ont également la particularité d'être artisans de l'indépendance obtenue en 1960. Après la proclamation de l'indépendance, le Sénégal opte pour le bicéphalisme. Senghor est élu président de la République par un collège électoral pour un mandat de 7 ans. Mamadou Dia, lui, est investi président du Conseil par l'Assemblée nationale. Mais petit à petit, la relation entre les deux hommes commence à s'effriter jusqu'à atteindre le Rubicon en 1962, plus précisément le 17 décembre. 3 jours auparavant, c'est-à-dire le 14 décembre, des députés sengoristes déposent une motion de censure contre le gouvernement de Dia. À travers cette motion de censure, les 39 députés signataires désavouent le gouvernement qui, à leurs yeux, ne respectait pas les prérogatives de l'Assemblée nationale. Le président de cette Assemblée nationale saisit le président Senghor. Mamadou Dia déploie l'armée qui encercle l'hémicycle. Des gendarmes et des gardes républicaines fidèles à Mamadou Dia ont procédé à l'arrestation de 4 députés. La motion de censure sera finalement votée au domicile de Lamine Gueye. L'armée est divisée. Le 18 décembre de la même année, le président du Conseil et 4 autres de ses compagnons sont arrêtés. Il s'agit de Valdiodio Ndiaye, Joseph Mbaye, Ibrahima Sarr et Alioune Tall. Mamadou Dia est accusé de tentative de coup d'État. Mis en accusation, il est jugé du 9 au 13 mai 1963 par la Haute Cour de justice qui le condamne à l'emprisonnement à perpétuité dans une enceinte fortifiée à Kédougou. On lui reproche, entre autres, d'avoir porté atteinte à la sûreté de l'État, mais aussi d'avoir procédé à des arrestations arbitraires et d'avoir requis la force publique pour s'opposer à l'exécution des lois et des dispositions. Parmi les avocats qui assuraient sa défense, l'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade. Mais Mamadou Dia sera libéré 12 ans plus tard, en 1974, par une grâce présidentielle. Je ne pourrais pas imaginer un seul instant qu'il puisse y avoir vraiment un contentieux quelconque entre lui et moi. Alors, Cheikh Hamidou Kane, vous n'étiez pas là cette journée du 17 décembre 62, mais vous avez l'avantage d'être l'ami des deux protagonistes. On a vu ce document, Senghor et Mamadou Dia, tous les deux qui s'expriment. Est-ce qu'il y a eu regret après? Tout à fait. Regret après, au moment des événements. Et vous avez raison, j'ai bien connu tous les deux hommes. Des liens d'amitié très forts nous unissaient, respectivement. Et comme disait Roland Collin dans son livre Sénégal, notre pirogue, il y avait une fraternité miraculeuse entre ces deux hommes qui se connaissaient depuis près de 17 ans et qui ont cheminé ensemble, fondant ensemble un parti politique qui a appelé à la vie politique les citoyens sénégalais, les sujets sénégalais qui n'ont pas participé à la vie de la politique jusque-là et qui ensuite ont négocié l'indépendance et qui ensuite ont préparé, surtout Mamadou Dia, l'accession à l'indépendance. Et puis finalement, à cause de rivalités politiques, des groupes qui s'étaient agrégés autour de chacun des deux, cette amitié miraculeuse s'est trouvée compromise.
j'ai été un témoin désolé et aux premières loges de cette situation et je suis prêt à fournir des informations sur des moments dont j'ai été témoin dans ce conflit. Et tous les deux ont dit avoir regretté ils l'ont dit et je crois qu'ils sont sincères l'un et l'autre. Séparation. Ils sont sincères l'un et l'autre. Ils ont été victimes des jeux de politique politicienne qui arrivent souvent. Mais cette rupture entre les deux est un phénomène classique. Il y a un vieil écrivain sud-africain qui s'appelle Peter Abrahams, qui a écrit un livre vers les années 55, Une couronne pour Udomo. Il raconte l'histoire de deux étudiants d'Afrique de l'Est, nationalistes comme tous les étudiants, à l'Université de Londres, et qui rêvaient d'obtenir l'indépendance de leur pays. Comme nous le rêvions, nous, dans nos étudiants, ce sont des étudiants des partis politiques, PAI, MLN, etc. Une fois qu'ils sont rentrés chez eux, qu'ils ont conquis l'indépendance, l'un a été nommé président, l'autre a été nommé président du Conseil, Premier ministre. Leur collaboration n'a pas survécu à 2 années de pouvoir. Des clans et des coteries se sont formés autour d'eux. La belle unanimité qui avait mobilisé tout le monde pour l'indépendance a été rompue. C'est ce qui s'est passé là aussi. C'est ce qui rappelle Dia Senghor. Tout à fait. Alors, Mbaye Jacques Diop, vous êtes ancien président du Conseil de la République, mais vous êtes là surtout en tant que membre du mouvement des jeunesses de l'Union progressiste sénégalaise, UPS. Il y a une question d'histoire. C'est vrai, chacun raconte cet événement à sa manière, suivant qu'il est d'un camp ou d'un autre. Y a-t-il eu, question centrale, tentative de coup d'État de la part de Mamadou Dia? Mamadou, je vous remercie. Je voudrais d'abord saluer les amis et frères qui sont autour de ce plateau avec moi, en commençant par Cheikh Hamidou Kane, qui est mon aîné et qui a été mon gouverneur à Thiès en 60. Je voudrais le saluer d'abord. Saluer ensuite mon jeune frère, Massène Niang, dont le grand frère Massamba Niang est un de mes camarades de parti du MJBDS à nos jours, Massamba Niang de Saint-Louis. Saluer aussi mon jeune frère, le grand politologue Babacar Justin Ndiaye. Mamadou, la question que vous me posez ne peut trouver sa réponse que si l'on examine à fond les débats politiques qu'il a eu au sein de l'UPS. Ma chance, et qui fait que je suis là, c'est que j'ai été un jeune du parti, ce qu'on appelle un jeune du parti. En effet, c'est en 1954, à Louga, qu'on a créé le mouvement des jeunes du Bloc démocratique sénégalais, MJBDS. Avec à sa tête Alkali Diouf, feu Alkali Diouf, paix à son âme. Après cela, nous avons créé, toujours avec Senghor et Mamadou Dia, l'Union des jeunes du Bloc populaire sénégalais à Thiès en 1957, avec à sa tête Amadou Ndéné Ndaw. Et ensuite, en 1958, on a eu la fusion entre le BDS, le Senghor, le BPS plutôt, et le PSAS de Lamine Gueye pour donner naissance à l'UPS. Pendant tout ce temps-là, Mamadou Dia et Senghor étaient inséparables, étaient de grands amis. Mais il ne faut jamais oublier que c'était Senghor le patron. Le patron, c'était Senghor, ce n'était pas Mamadou Dia. Mamadou Dia acceptait d'être un senghoriste, comme nous. C'était le numéro 2, et il était fidèle et loyal. Et Senghor le lui rendait bien. Mais à la survenue de l'indépendance, quand même, on avait 2 têtes de l'exécutif. Un système bicéphale avec d'ailleurs un président de conseil qui avait même plus de pouvoir, le président se contentant d'inaugurer les chrysanthèmes, comme on disait. Exact. Oui. Mais ça aussi, c'est pas ce qui est voulu par Senghor. Mamadou Dia, qui était fidèle à Senghor, ça il ne faut jamais l'oublier, il ne faut jamais l'occulter. Mamadou Dia
quand est survenue l'indépendance, a dit à Senghor, maintenant il faut que tu sois à la tête. Mais Senghor lui a dit non. C'est pour dire à quel point il y avait entre eux une amitié indescriptible. En même temps, une confiance réciproque. Mamadou Dia était président du Conseil et Senghor était président de la République. Mais Mamadou, il ne faut pas oublier que c'est le parti à l'époque qui donnait les pouvoirs. Hein. C'est le parti qui donnait les pouvoirs. C'était des réunions... C'était ça, les arguments d'ailleurs de Mamadou Dia, la primauté du parti. Exact, oui. Exact. Mais dans ce contexte que vous décrivez, deux personnes qui se connaissent, qui étaient très liées, est-ce que la thèse de la tentative de coup d'État tenait alors la route? Pour répondre à la question. Mamadou, on est en 2012. Oui. Aujourd'hui, dans n'importe quel pays du monde, ce qui s'est passé en 62, c'est-à-dire un premier ministre ou un président du conseil, on l'appelle comme on voudra, qui donne ordre d'arrêter des députés, qui donne ordre d'encercler l'Assemblée nationale. Cela, comment on peut l'appeler aujourd'hui, en 2012 comment? Mais ça, c'est un coup de force, fait à la fois une entorse à la Constitution et en même temps aussi un coup de force. Coup d'État? Vous ne sortez pas le mot. Coup d'État, peut-être pas, le mot n'est pas approprié, certainement. Mais il y a eu là une entorse à la loi, une entorse à la Constitution, une entorse au fonctionnement des institutions. Très bien. On a empêché les institutions de fonctionner. Massène Niang, alors troisième à intervenir dans ce tour de table, vous êtes le coordonnateur du MSU, parti créé par Mamadou Dia. Coup de force, Mbaye Jacques Diop, président Mbaye Jacques Diop a dit. Vous dites quoi? Ni coup de force. Oui. Moi, en 62, je n'étais pas BDS. Moi, j'étais PAI. J'ai milité à gauche. Votre micro, c'est vrai, vous avez oublié votre micro. Moi, en 62, oui. je n'étais pas BDS. Mon père faisait partie des fondateurs du BDS. Des fondateurs du BDS. Et il vivait dans le système. Tous les éléments qui ont participé aux événements de 62 étaient ses amis politiques. Parce que pour moi, il n'y a pas d'amitié en politique. Il y a que des intérêts. Votre père, c'est juste mon père s'appelait Mamadou Niang. Il était djaïste ou... Il était djaïste en fin de compte. Ouais. Il a rejoint Dia, mais il était senghoriste au début. Dia ne l'a pas amené au BDS. C'est Senghor qui l'a amené au BDS. Mais il était devenu djaïste. Il a fait ses analyses et moi je le suivais personnellement. Je suivais parce que chez moi, Waldio venait, il y avait Ousmane Alusila, il y avait mon père qui n'était pas un intellectuel et qui était un appariteur à l'Assemblée nationale. Depuis l'Assemblée territoriale, l'Assemblée constituante et l'Assemblée nationale. Et fondateur du BDS. S'il était intellectuel, il serait ministre dans le gouvernement de Senghor. Il a été un Saint-Louisien qui est contre le Miguel en 1949. Un Saint-Louisien qui fait partie des premiers Saint-Louisiens qui ont constitué le BDS à Saint-Louis. Donc je peux vous montrer que peut-être je suis un acteur un peu indépendant du jeu politique du BDS. Ça, c'est des gens qui étaient dans le système et qui connaissaient bien les rouages. Mais je dis qu'il n'y a eu pas de coup d'État et je vais vous dire pourquoi, j'ai des preuves. Allez-y, très rapidement. La première observation, c'est que j'ai assisté politiquement à une conversation. Massamba Niang, mon cousin, m'a téléphoné pour me dire que Guiabert voudrait rencontrer Mamadou Dia en 2002. On préparait les élections locales. J'étais j'ai vu Mamadou Dia m'a dit il n'y a pas de problème, Massène, je le reçois chez Oulimataba, à la zone B. Il n'y a pas de problème, Guiabert n'a qu'à venir. Guiabert est venu. Oulimata, c'est la femme de Mamadou Dia. Guiabert est venu à Dakar. Il ne connaissait pas chez Oulimata Dia. Il est venu au siège du Parti Socialiste. On tenait une réunion pour préparer les investitures des locales. On est allés ensemble. Je l'ai présenté à Dia. Il y a Guiabert. Ouais, André, ils ont fait leur accolade. Je voulais partir. Mamadou Dia m'a dit rester. Guiabert a dit président, yo Gorga. C'est pourquoi moi je suis venu pour nouer nos relations. Parce que ce qui s'est passé était regrettable. Moudiani Togal, je vais vous expliquer. Il a dit à Guiabert, moi j'étais à la présidence de la République française. J'ai rencontré un premier ministre français qui m'a dit, Mamadou Dia, Senghor prépare un régime présidentiel.
Je suis sorti, je suis venu à l'ambassade, on s'est rencontré avec Senghor, j'ai dit Senghor, pourquoi tout ce remue-ménage au niveau du Sénégal, on perturbe notre parti, on remet en cause des objectifs de développement que nous mettons en place, on risque de créer des problèmes. Mais vous devenez président de la République, moi je vais au parti ou ailleurs, vous êtes le chef, vous êtes le responsable. Et qu'est-ce que Senghor a répondu à Mamadou Dia? Personne, ou vous ou rien. Donc Senghor avait préparé un piège pour liquider Mamadou Dia et l'écarter du parti et le mettre quelque part au Niouf. Voilà le problème. À la place mon de la analyse tentative de coup d'État, vous soutenez la thèse du complot. Du de la part complot. de Senghor. Très bien. Babacar Justin Ndiaye, vous êtes journaliste, historien du présent, comme on dit, mais vous êtes politologue, observateur. C'est exact. Que pensez-vous de cette thèse de tentative de coup d'État de la part de Mamadou Dia ou de complot de la part de Senghor? Vous savez, la querelle sémantique est toujours difficile à boucler. Senghor était un grammairien. À un moment donné, il disait au Sénégal, il n'y a pas un parti unique, mais un parti unifié. Vous voyez ce type de nuance? Pour dire que Senghor a toujours surfé sur les nuances, parce qu'en matière de grammaire, vraiment, il était un virtuose. Mais entre nous, on peut toujours définir un coup d'État. Hein. Bon, peu importe la formulation. Mais le contenu, c'est quoi? Mbaye Jacques Diop l'a ébauché tout à l'heure. Dès qu'il y a un coup d'arrêt qui est donné au fonctionnement régulier des institutions, il y a un coup d'État. Ça, c'est la définition classique. Dès qu'un coup d'arrêt, donc un coup de frein, est donné au fonctionnement régulier des institutions, il y a coup d'État. Maintenant, quoi on l'appelle coup de force, golpe, putsch en allemand, etc. Est-ce qu'en 62, c'est ce qui s'est passé? Alors, c'est 17 décembre 62. Oui. D'abord, je voudrais vous dire une évidence que l'histoire a bien mise en exergue. La politique est le cimetière des amitiés. Hassan II, Ben Barka étaient des amis. On a vu comment ça s'est terminé. Boumedienne, Ben Bella étaient des amis. On a vu comment ça s'est terminé. Senghor et Dia, ils l'ont dit tous les deux, étaient de grands amis. On a vu comment ça s'est terminé. Modibo Keïta et Jean-Marie Koné étaient de grands amis. On a vu comment ça s'est terminé. Certes, il n'y a pas eu d'arrestation ni d'emprisonnement, mais les rapports vers 67, 68, au moment du coup d'État contre Modibo Keïta, les rapports entre les deux hommes étaient exécrables. Je peux continuer jusqu'à Madagascar, où il y a eu des rapports heurtés entre Sirane et Jacques Ramamanjara. Pour vous dire qu'en Côte d'Ivoire aussi, on a eu Jean-Baptiste Moké et Houphouët-Boigny. C'est dire que la politique est le cimetière des amitiés. Donc rien de nouveau sous le soleil. Bon, maintenant, si on va en profondeur, on fait un décryptage plus pointu, moi j'ai le sentiment qu'il faut sérier les matrices, c'est-à-dire les sources de tension et de divergence entre les deux hommes. D'abord au niveau institutionnel, on a parlé de bicéphalisme. Mais le bicéphalisme étant ce qu'il est, vous l'avez défini tout à l'heure, un exécutif à deux têtes, alors il y a forcément quelque chose de très difficile à piloter ou à copiloter. Même la cohabitation qui n'est pas le bicéphalisme est déjà difficile, y compris dans les pays développés, a fortiori dans le Sénégal de 1962 qui était un État naissant. Moi je crois que tout État ramené vers cette expérience qui n'a pas été des plus faciles à conduire. Et aujourd'hui, les rares pays qui maintiennent cette expérience sont l'Inde, Israël, un peu île Maurice, etc. C'est donc dire que le bicéphalisme est déjà une articulation politique et surtout une combinaison politique difficile à faire fonctionner. Il s'y ajoute aussi que les péripéties, le cours des événements, a démontré qu'il y avait quand même des dispositions constitutionnelles assez ambiguës. Lorsque le président Senghor a reçu les militaires au palais en pyjama, tard dans la soirée, il a déplié la Constitution, il a lu quelques paragraphes qui démontrent qu'il était le patron des armées, même si Mamadou Dia était le patron de l'exécutif. Oui, il était aussi ministre de la Défense. Voilà. En même temps qu'il était président. C'est pourquoi je parle de dispositions constitutionnelles ambiguës. Oui. Bon, l'un avait des prérogatives, l'autre aussi en avait, et maintenant allez-y faire la balance des prérogatives. Très bien. Alors, Cheikh Hamidou Kane, jusqu'à ce matin encore sur les ondes de la radio RFM, vous soutenez qu'il n'y a pas eu de tentative de coup d'État pour fermer ce premier chapitre de notre émission. Je pense que dans l'esprit de Mamadou Dia, il n'était pas question qu'il fasse un coup d'État pour prendre le pouvoir à Senghor. Il estimait que ce pouvoir que détenait Senghor et qu'il avait, comme Jacques l'a rappelé tout à l'heure, contribué à imposer à Senghor. Senghor lui avait dit, non, c'est toi.
Il avait dit non, c'est toi qui es président de la République, tu restes président de la République. Il ne cherchait pas à faire un coup d'État. Il disait qu'il avait déjà tous les pouvoirs. Il n'a pas besoin de faire un coup d'État. Et si j'en ai l'opportunité, je rapporterai quelques anecdotes qui se sont produites dans le courant des derniers jours de ce conflit et dont j'ai été un témoin. Je dois dire que les 6 mois qui ont précédé décembre 62, nous étions un certain nombre de gens proches de Senghor et de Mamadou Dia, dont Roland Collin, qui a été son directeur de cabinet, oui. Michel Auriac, oui. Conseiller personnel de Senghor, conseiller juridique de Senghor, 2 ou 3 Français qui étaient dans l'entourage de Mamadou Dia et de Senghor et qui venaient des équipes du père Lebré et de François Pérou. Les 6 mois qui ont précédé décembre, les coteries se sont articulées autour de Senghor et de Mamadou Dia pour casser l'entente entre les 2 hommes. Ouais. Beaucoup de gens voulaient que Senghor enlève Mamadou Dia de sa position pour remplacer Mamadou Dia. Ils ne voulaient pas qu'on change la Constitution. Ils voulaient que Senghor enlève Mamadou Dia pour remplacer Mamadou Dia. Ils ont fait tout pour brouiller les 2 hommes. Les fameux courtisans. Les fameux courtisans. Pendant 6 mois, ce groupe de Français et moi-même, nous avons fait la navette entre Mamadou Dia et Senghor pour éviter les clashs et la rupture. Et un événement s'est produit en octobre 62, qui est que Roland Collin, qui était le plus proche et de Mamadou Dia et de Senghor, est tombé malade. Une primo-infection de tuberculose. Il a été évacué. Chaque fois qu'une crise éclatait, par exemple pour remanier le gouvernement, Senghor disant « je ne veux plus de Obey comme ministre de l'Information ». Mamadou Dia lui disait « mais Obey est un excellent ministre ». Senghor dit « je n'en veux pas ». Mamadou Dia défend son ministre, finalement, il cède. Senghor lui dit « je ne veux plus de Valdiodio Ndiaye au ministère de l'Intérieur ». Mamadou Dia défend Valdiodio, finit par céder. Il devient Valdiodio ministre de l'Économie et des Finances. C'est ça. Nous avons joué la navette entre les 2 hommes pendant toute cette période. Jusqu'au 13 décembre. Alors il y a eu des remaniements ministériels, dont le dernier a eu lieu en novembre 1962. À cette occasion, Senghor a dit à Mamadou Dia que moi qui étais membre du gouvernement en tant que haut-commissaire général au plan, je devais devenir ministre du plan. Ça n'ajoutait rien à mes prérogatives, mais c'est dire l'amitié que Senghor me vouait et que Mamadou Dia me vouait aussi. Le 13 décembre, Mamadou Dia me téléphone au matin, me disant « Cheikh, je sors du bureau de Senghor, nous sommes d'accord pour t'envoyer toi à Bruxelles ce soir même, parce que nous devons envoyer un ministre parapher les nouvelles conventions d'association, Yaoundé, je ne sais pas quoi. Et nous avons décidé de t'envoyer parce que tu es un des rares ministres à ne pas être député. Et comme il est question de déposer une motion de censure, nous allons garder tous les ministres députés pour ce débat. Senghor te demande d'aller le voir. Je suis allé le voir à 17h. Il me dit, oui, il y a des députés qui sont en train de réunir des signatures sous le manteau pour déposer une motion de censure contre Mamadou Dia. Je ne suis pas d'accord avec eux. Je ne suis pas d'accord avec eux. Parce il était sincère? C'est mon point d'interrogation. Parce que je vous ai dit que 6 mois avant, nous avions tout le temps fait la navette entre les 2. Mais quand il me dit qu'il y a des députés qui sont en train de réunir des signatures sous le manteau et que lui, Senghor, n'est pas d'accord, je me suis dit, il lui suffit de les convoquer, ces députés, pour leur dire d'arrêter. Mais il n'en fait rien. Je commençais à douter de sa bonne foi dans cette affaire. Peut-être était-il effrayé, peut-être les gens l'avaient-ils convaincu que Mamadou Dia, il avait fini par croire à la menace que constituait Mamadou Dia, ce qui n'était pas vrai du tout. Et quand j'ai fini de lui parler, Mamadou Dia m'avait dit de passer le voir avant de prendre l'avion le soir. J'ai pris Babacar Ba, qui était son directeur de cabinet, ils sont allés voir Mamadou Dia. Fat Diop, son épouse, m'a dit que Mamadou Dia était avec Moustapha Cissé, en haut,
Et on a attendu 5 minutes. Différent de Moustapha Cissé Lo, actuel. Moustapha Cissé de Louga. Moustapha Cissé de Louga. Oui, c'est qui était l'homonyme de Moussa Cielo. Ah oui. Ah, vous voyez, le monde des petits. Même tempérament d'ailleurs. Même tempérament volcanique. Quand Moustapha Cissé est descendu, Mamadou Dia me fait monter. Je ne lui ai pas dit ce que Senghor m'avait dit. Parce que je commence à avoir mes doutes. C'est la détermination de Senghor à défendre Mamadou Dia. Oui. Et alors Mamadou Dia me dit, Mamadou Dia me dit, je lui dis, Monsieur le Président, qu'est-ce qui va se passer si des députés réunissent suffisamment de signatures pour vous déposer? Il dit, je m'y opposerai. Je lui dis, comment allez-vous vous y opposer? Vous n'avez pas le droit. Il me dit, si le parti a jeté, nous allons tenir un conseil national au cours duquel on va demander aux députés de juger ce problème. Je lui dis, vous n'avez pas le droit d'utiliser la force. Il me dit, si un tel et un tel parmi ses partisans m'ont dit que j'avais le droit de le faire. Voilà la dernière conversation qu'on a eue. Un gros point d'interrogation de l'histoire. Nous avons un historien justement qui est en ligne, Ibrahima Thioub. Toutes nos excuses, vous avez patienté un peu longtemps au téléphone. Bonsoir, vous vous trouvez présentement à l'extérieur. Oui, je suis présentement à Nantes. Alors, Ibrahima Thioub, qu'est-ce qui s'est passé pour l'historien que vous êtes entre Mamadou Dia et Léopold Senghor, cette journée du 17 décembre 1962, qui a été un peu l'épilogue d'une crise qui couvait déjà depuis très longtemps? Oui, je crois que ce qui est intéressant à analyser, c'est justement le processus, c'est-à-dire la crise. Mais l'événement lui-même, le 17 décembre, comme vous dites, Mamadou, c'est l'épilogue. Et dans cette crise, je pense qu'on a beaucoup insisté sur les dimensions politiques, comme vient de le faire le doyen, Cheikh Hamidou Kane. On a également beaucoup épilogué sur les dimensions juridiques. Mais je pense qu'il faudrait regarder également du côté des divergences d'orientation entre les deux hommes. Et à ce niveau, je pense qu'il est important d'insister sur les rapports avec la France. Parce que le Sénégal venait de sortir de la colonisation et le capital colonial français était encore pesé très lourdement sur l'orientation économique du Sénégal, en particulier sur l'économie de traite. Je ne sais pas si le doyen Cheikh Hamidou Kane le confirmera, mais plus de la moitié de ceux qui ont déposé la motion de censure contre Dia, les initiateurs de la motion de censure, étaient liés au monde commerçant des traitants. Et c'est important à noter. Les lobbies financiers. Avec l'orientation de sa politique agricole, remettait en cause justement ce capital colonial qui était adossé sur les notabilités confrériques et rurales. Mamadou Dia avait le projet, disons, avec la coopération, avec le mouvement coopératif, de développer un type nouveau de paysans, beaucoup plus libéré en tout cas des forces qu'il avait maintenues dans une dépendance très ancienne pratiquement depuis le 19e siècle. Le Sénégal a fonctionné sur une économie arachidière de traite qui bloquait le monde rural. Et je pense que c'est le nœud, en fait, de la crise, et Senghor étant perçu comme garantissant le mieux la continuité de l'économie coloniale et qui a posant les premiers jalons d'une rupture avec l'économie de traite, il était impossible de continuer cette relation politique qui s'était nouée, disons, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense que le capital colonial a pesé de tout son poids pour aboutir à cet épilogue du 17 décembre 1962. C'est pourquoi à la suite s'est créée toute cette mythologie autour de Mamadou Dia voulait emprisonner les marabouts. Il est vrai qu'il y a eu un conflit manifeste du point de vue de l'orientation économique. Vouloir rompre avec l'économie de traite, c'était un peu ruiner l'ascendance économique des forces confrériques, du leadership confrérique et des notabilités rurales. Et je pense que cette dimension-là
mérite d'être remis en selle pour comprendre les bases de cette crise de l'État sénégalais. Ibrahima Thioub, pour ne pas vous retenir très longtemps, puisque vous êtes loin du pays, donc pour vous, ce sont les intérêts économiques ou financiers qui ont été les plus déterminants? Je pense que ça a été décisif et particulièrement, est-ce qu'il fallait continuer le système économique instauré pendant la colonisation ou fallait-il rompre avec? Il y a d'autres éléments qui s'y ajoutent, par exemple le tutu du Sénégal dans la guerre d'Algérie. Rappelez-vous le fameux discours de Dia, je crois, devant l'Assemblée des Nations Unies. Et je pense que la France n'était pas... les officiels français n'avaient pas du tout confiance en Mamadou Dia, qui s'affirmait un peu plus radical dans son orientation tiers-mondiste. Justement, on a reproché à Mamadou Dia aussi cette fameuse tournée en Union soviétique. L'Union soviétique, donc cette volonté, disons, d'orienter autrement les relations diplomatiques du Sénégal, mais en soubassement la réforme de l'économie et en particulier la fameuse circulaire 32 qui mettait en place le système coopératif. Je pense que ça, c'était un casus belli contre les puissances économiques françaises qui dominaient l'économie sénégalaise, le capital colonial qui connaît à dominer l'économie sénégalaise et qui voulait garder cette économie paresseuse qui n'investit pas, qui juste excrète, disons, la ressource arachidière produite avec des méthodes archaïques par le monde rural. Et il y a, en s'attaquant à cela, c'est attaquer, disons, au capital colonial français, mais également aux intérêts des notabilités religieuses et rurales. Ibrahima Thioub, merci et bonne soirée chez vous à Nantes, en France. Mbaye Jacques Diop, pour avancer un peu, il y a un élément dans les propos d'Ibrahima Thioub, c'était la position des confréries, des chefferies religieuses. Ce qui est intéressant à observer ici, on voit que les chefs religieux musulmans, j'en citerai particulièrement deux, Thierno Seydou Nourou Tall et Serigne Fallou, khalife général des Mourides, étaient quand même très proches de Senghor. Dans le même temps, quelqu'un comme le cardinal Hyacinthe Thiandoum était très proche de Mamadou Dia, en tout cas avait estimé que Mamadou Dia n'avait pas fait de coup d'État. Comment vous, en tant que politique, vous analysez ce phénomène? Mamadou, il faut dépasser... Mais l'histoire, c'est aussi important. C'est ça qui nous permet d'avancer aussi, non? Mamadou, j'ai la chance d'avoir été acteur et témoin. Témoin. De 54 à 62, j'ai été un acteur politique, responsable du mouvement des jeunes. En 58, j'étais dans le même avion que le Mamadou Dia pour aller à Cotonou, au congrès de Cotonou. Senghor nous a rejoints le lendemain. J'étais présent à tous les débats politiques difficiles, intenses qu'il y avait eu entre Abdoulaye Ly, le grand Abdoulaye Ly, et les autres camarades. Le congrès du RDA? Non, pas du RDA, non. Dans l'UPS même. D'accord, très bien. Dans l'UPS même. Quand le général de Gaulle a pris le pouvoir en 1958, après les événements du 13 mai 58, et qu'il a demandé à Senghor de venir le rejoindre pour qu'il le nomme dans le gouvernement français, on a tenu une réunion du bureau politique de l'UPS à la mairie de Dakar, à l'hôtel de ville. Mamadou Dia était là, Senghor était là, Lamine Gueye, Abdoulaye Ly. Eh bien, c'est la première fois de moi, en ce qui me concernait, que j'entendais le mot factieux. Faction. J'ai dit, de mon niveau d'institution de l'époque, c'est la première fois que j'entendais le mot factieux. Et ça sortait de la bouche de qui? Du grand Abdoulaye Ly. D'accord. Qui disait à Senghor, tu ne participeras pas à ce gouvernement de factieux. Et quand je suis sorti de cette réunion, j'ai cherché le dictionnaire. Pour dire, il y a eu des débats. Attention, ce que dit le professeur d'histoire n'a rien à voir avec la réalité. Rien à voir. C'est de la légende. Moi, j'étais présent
à tous les débats. C'est dommage qu'il soit parti. Oui, d'accord. Mais je voudrais que vous rencontrez, que vous animez un autre débat. Il sera là, présent. Mais quand même, dans les raisons qui ont été données à cette crise, on n'a pas occulté cette dimension-là, la dimension économique et financière. J'en viens. Mamadou Dia n'a jamais fait quelque chose sur laquelle Senghor n'était pas d'accord. Jamais. N'a jamais dit un mot qui ne soit pas un mot accepté, agréé par Senghor. Jamais. Mais ces actes peuvent être interprétés. Non, attendez, non. Par exemple, des chefferies religieuses à l'époque, on a beaucoup présenté Mamadou Dia comme étant quelqu'un qui était anti-religieux. Parce que Senghor était un catholique. Il y a des choses qu'il n'osait pas faire ou qu'il n'osait pas dire. Dia était un musulman. C'est Dia qui osait dire à Seigne Fallou, à Seigne Bi, loolu nag duma ko man ndaxte réew mi nag man lañ ko dénk nag. C'est-à-dire pour les gens qui... Non, il disait à Seigne Fallou, ça je ne peux pas le faire. Je ne le ferai pas. Parce que c'est à moi qu'on a confié le destin de ce pays. Mais ça, il n'y a que Dia qui pouvait le dire. Senghor le pensait, mais il ne pouvait pas le dire. Mais en même temps, comme je disais tout à l'heure, le cardinal Hyacinthe Thiandoum, qui était l'archevêque de Dakar, était plutôt plus proche de Mamadou Dia. En tout cas, n'épousait pas cette thèse de tentative de coup d'État. Oui, mais ça aussi, parce qu'il n'était pas... Comment expliquer ce paradoxe? Mamadou, tant que les historiens, les politologues et tous les autres n'auront pas pris connaissance des débats qu'il y a eu au comité exécutif de l'UPS et au bureau politique de l'UPS de 56, 57, 58, 58 jusqu'à 62, mais on n'aura pas trouvé la réponse à nos questions. Et pour vous, la réponse, cette crise, elle s'explique essentiellement et totalement par des problèmes politiques? Non, par des problèmes de faction, justement. Le mot revient. Par des problèmes de coterie, par des problèmes de bande. Il y avait, mais le 17 décembre 1962, au niveau des MJPS, il y avait deux tendances. Deux tendances. Il y avait la tendance Racine Ndiaye, Amadou Racine Ndiaye, Kabirou Mbodj, qui était avec Senghor. Il y avait aussi la tendance Mansour Bouna Ndiaye et les autres qui étaient avec Mamadou Dia. Très bien. Massène Niang du MSU, qu'est-ce que vous pensez de cela? Moi, je voudrais qu'il y avait plutôt des problèmes politiques de coterie qui l'emportaient sur peut-être des considérations économiques et financières. Avant de répondre à votre question, moi, je voudrais revenir sur un point. Oui, mais allez-y très rapidement, parce que prenez le micro. Vous avez tendance à oublier le micro. Le premier point, c'est que j'ai l'habitude dans l'esprit, on me met le micro. Oui, bien sûr. Le premier point, c'est qu'on parlait de coup d'État. Mais le général Diallo, qui était du camp de Senghor, que Senghor a nommé avant même que Mamadou Dia soit débarqué, il a déclaré officiellement, que Senghor était vivant, que Mamadou Dia n'a jamais fait de coup d'État. Attention, Diallo, général Diallo, qui était le chef d'état-major général, que Senghor a nommé à l'insu de Mamadou Dia et à l'insu du chef d'état-major général, le général... Oui, le général Fall, il a déclaré officiellement que Mamadou Dia n'a pas fait de coup d'État. Et les militaires, Mamadou Dia n'a jamais voulu arrêter. Mais Lamine Gueye n'a pas été arrêté. On ne peut pas freindre l'Assemblée nationale s'est réunie. Comment on peut dire que Mamadou Dia a arrêté le fonctionnement de l'Assemblée alors que l'Assemblée s'est réunie pour débarquer Mamadou Dia le même jour, 2 heures après? Troisièmement, est-ce qu'il n'y avait pas une motion de... Il y avait l'état d'urgence qui existait au Sénégal depuis la Fédération du Mali. Après, quand on a arrêté Mamadou Dia, des députés ont été déportés, arrêtés, torturés en prison. Senghor a fait pire que ce qu'il demande. C'est que la loi du plus fort est toujours la meilleure. J'ai dit, le général Diallo l'a fait, la lettre de Préra, du capitaine Préra, qu'on a envoyé, que Senghor a envoyé à Préra, au moins 15 jours avant le 17 décembre, pour lui demander de préparer ses forces et d'occuper, alors que Mamadou Dia était le président du Conseil, avait des pouvoirs. Et à l'insu du chef d'état-major, à l'insu du ministre de la Défense, ça ne c'est pas remettre en cause le fonctionnement des institutions. Je crois qu'il faut dire, Senghor a utilisé l'argument... Le ministre de la Défense, c'était Mamadou Dia. Oui, et président du Conseil. Il avait des prérogatives. Et le chef d'état-major. On ne pouvait pas envoyer une correspondance pour demander à Préra de mobiliser des troupes
alors que le chef d'état-major n'était pas d'accord, le ministre le ministre de la Défense et en même temps le président du Conseil. Ce n'était pas possible. Voilà, le problème c'est que y a le coup d'État, il faut qu'on l'enlève. On ne parle pas de coup d'État. Un coup politique qui a été monté intelligemment par Senghor. Intelligemment, je dis. C'est ça que les sociologues doivent étudier et les politiciens pour dire comment Senghor est arrivé. Avec une petite dose de naïveté de Mamadou Dia. Tout à fait. Ça, il faut l'accepter. Il l'aurait fait à Mbaye ou à un autre, il n'aurait pas réussi. C'est pourquoi Senghor a enlevé Waldjojo. Mais pourquoi c'est pourquoi il a enlevé Waldjojo de l'intérieur. De dose de naïveté de Mamadou Dia. Voilà, c'est ça. Sur quoi vous Parce que cette fidélité-là que Mamadou Dia avait vis-à-vis de Senghor. Donc Mamadou Dia n'a pas étudié la personnalité de Senghor, la personnalité politique de Senghor. Alors que Senghor a étudié la personnalité politique de Mamadou Dia pour élaborer sa stratégie de liquidation. Je vous dis, comme Baïjak l'a dit, je suis d'accord avec Baïjak. Avant, en 1957, quand on crée la loi cadre, Mamadou Dia a demandé à Senghor de prendre le gouvernement, Senghor a refusé. Il a dit non, c'est vous. À l'indépendance, Mamadou Dia a dit non. Mamadou Dia s'est battu. On a cassé la fédération du Mali parce que moi, de sources sûres, Modibo Koïté a dit ou Lamine Gueye, ou Mamadou Dia, pas Senghor. Mamadou Dia a dit si c'est pas Senghor, c'est personne d'autre. Très bien. Alors, prenez votre micro, Babacar Justin Ndiaye, prenez votre micro. L'attitude des chefferies religieuses de l'époque, comment vous l'analysez? Oui, l'attitude des chefferies religieuses, si vous voulez, c'est la résultante des divergences au sommet de l'État et à la limite du duel à fleurs et mouchetés entre Mamadou Dia et Senghor, qui a culminé effectivement avec ce qu'on a appelé proprement ou improprement le coup d'État. Bon, mais vous savez, ce débat, Mamadou, il est pénible. Savez-vous pourquoi il est pénible et difficile? L'histoire, c'est le produit le plus dangereux que la chimie de l'intellect ait réalisé. En dehors des dates et des faits bruts, le consensus ne fleurit pas en histoire. Donc, d'ici demain, on pourra toujours débattre autour de qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Mais en gros, on peut sérier, comme je l'ai dit tout à l'heure, les sources et les matrices de divergence et de tension. J'ai parlé de la constitution du caractère bicéphale de notre régime, qui était déjà une épreuve pour une nation naissante. Bon. Deuxièmement, le professeur Tchoubou l'a évoqué. Effectivement, l'orientation de Mamadou Dia était pas opposée, mais assez décalée de celle de Senghor. Mais Mamadou Dia, sa pensée politique, et ses écrits avant de mourir, ses derniers écrits l'ont bien révélé, la pensée politique de Mamadou Dia est aux antipodes de la vulgate communiste. Certes, il avait une attitude bienveillante vis-à-vis de la Russie, mais il n'était pas communiste. Pas du tout. Voilà. Alors, je voudrais aussi dire à Maître Mbaye Jacques Diop, certes, il était socialiste. Oui, il a été plus que ça, il a été témoin, acteur de premier plan. Mais personne n'a le don de l'ubiquité. Et nous avons fait aussi des recherches. Parce qu'au chapitre des divergences, effectivement, Tchoubou a raison de citer l'Algérie. Que ce soit par rapport à la poursuite de la guerre d'Algérie, que ce soit par rapport aux essais nucléaires français à Regan, dans le désert algérien, alors la voix de Mamadou Dia était discordante par rapport à celle de Senghor. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a eu une amitié indéfectible entre Mamadou Dia et Ben Bella. Madame Ben Bella est venue il y a quelques années présenter ses condoléances à Madame Mamadou Dia, la veuve de Mamadou Dia, là, à Dakar. Alors c'est donc dire que même au plan des amitiés, les deux hommes n'avaient pas le même paquet d'amis. Et je vais vous raconter une anecdote historique mal connue. Frantz Fanon, illustre entier, illustre fils d'Afrique, qui a été également membre éminent du directoire du FNL algérien, qui est mort à New York en 1961. Il a été atteint de leucémie, la maladie du sang. Mais Frantz Fanon, avant d'aller à Blida, exercer son métier de psychiatre, il avait adressé une demande à Senghor pour venir à Dakar. Mais la pensée politique trop rouge de Frantz Fanon ne rassurait pas Senghor. C'est pourquoi, finalement, Frantz Fanon s'est retrouvé dans les bras des Algériens. Donc, c'est vous dire qu'au plan de l'orientation, il y avait des divergences. À propos de Sékou Touré aussi, il y avait là une source de divergence. Georges Chaffard, qui a écrit un livre qu'on ne trouve plus dans les bibliothèques, Les carnets secrets de la décolonisation. Il raconte dans un chapitre son séjour à la gouvernance de Tambacounda. Alors, il se met sur le balcon, il voit un officier français, colonel, en tenue léopard, bariolé, tenue parachutiste, qui se promène dans le jardin de la gouvernance. Il dit au policier en faction, mais qui est celui-là? Il dit, c'est un officier français qui rôde ici.
Après enquête, on a vu que cet officier français était en train de convoyer des armes vers la frontière avec la Guinée, d'Indefelo, au pied de la montagne là-bas, sur les contreforts du Fouta Djallon. Alors, Mamadou Dia a fait revenir rapidement cet officier français sur Dakar avant de l'expulser. Ce qui n'était pas du goût, certainement, de Senghor. Donc, il y avait des divergences de cette nature. Mais ces divergences aussi étaient largement compensées par une loyauté aveugle que monsieur appelle naïveté. En fait, c'est de la loyauté. Mais comme me le disait un ancien ambassadeur de Guinée, en politique, la loyauté est parfois absurde. Oui, je vois qu'on évite ici sur ce plateau le rôle des chefs religieux. C'est quand même un sujet qui d'ailleurs est très actuel aujourd'hui. Comment on peut analyser ça? C'est ça aussi qui nous permet d'avancer si on ose attaquer les problèmes les chefs religieux n'ont de pas manière eu de rôle claire. Les chefs religieux n'ont pas eu de rôle moteur. Ils ont eu des positions. Parce qu'il y avait des clivages, on l'a dit tout à l'heure. Au sein du gouvernement, il y avait des factions, il y avait des clivages. Effectivement, il n'y avait pas d'atome crochu entre le ministre de l'Information, Obey Diop, et Senghor. Il n'y avait pas d'atome crochu. Bien au contraire. Alors, au plan aussi des familles religieuses, il y avait aussi cette cassure. Vous-même, vous l'avez indiqué. Seydou Nouré était de ce côté. Mais moi, j'irai plus loin pour vous dire que le pays était tellement cassé. Même dans l'armée, le capitaine Pereira était avec Senghor. Le lieutenant Gueye qui a pris le contrôle de l'émetteur de Rufisque était avec Senghor. Parce que c'était une course contre la montre. Oui, il fallait prendre la radio et faire la première déclaration. Mais de l'autre côté aussi, Amadou Fall était avec Mamadou Dia. Demo Margari était avec Mamadou Dia. Mamadou Dia aussi avait ses amis dans l'armée. Demo Margari était avec lui, ainsi de suite. Et c'est d'ailleurs l'occasion de rendre un grand hommage à l'armée nationale. Parce que la véritable bouée de sauvetage du Sénégal a été l'armée. Parce que ces officiers qui ont eu des itinéraires communs, qui se sont connus sur les champs de bataille en Indochine et en Algérie, très bien. Ces officiers-là ont su éviter le clash. Très bien. Mais sinon, on aurait eu un affrontement qui aurait peut-être somalisé le Sénégal dès 1962. Alors, Cheikh Hamidou Kane, on va encore avancer. Beaucoup de gens disent qu'il faut que Mamadou Dia soit réhabilité parce qu'il n'a pas fait de coup d'État. À un moment d'ailleurs, on a parlé un peu de ce projet de révision du procès de Mamadou Dia quand le président Wade est arrivé au pouvoir en 2000. Est-ce qu'une réhabilitation de Mamadou Dia doit passer forcément par la réouverture de ce procès? Je rappelle, point d'histoire, que la Belgique a accepté la réouverture de l'affaire, par exemple, de l'assassinat de Lumumba. Est-ce qu'on doit aller vers la réouverture du procès de Dia et de ses compagnons? Je n'en suis pas sûr, d'autant plus que Mamadou Dia lui-même a dit qu'il ne voulait pas de ça. Quand Abdoulaye Wade a proposé ça, Mamadou Dia a dit qu'il ne voulait pas de ça. Mais ça ne doit pas nous empêcher d'essayer de rétablir les faits, hein, aux yeux de l'opinion du Sénégal et aux yeux de l'opinion du monde. Je voudrais revenir sur la question des intérêts économiques. Comment rétablir très rapidement les faits, à votre avis? Comment y arriver? Par les témoignages comme ceux que nous donnons aujourd'hui, par des études historiques, par le retour sur les archives, hein, et que des livres soient écrits pour expliquer comment ça s'est passé. Les mémoires des acteurs. Les mémoires des acteurs. Moi, je ne voudrais pas qu'on aille à l'encontre de la volonté exprimée par Mamadou Dia, qui considérait que ce n'est pas nécessaire. Sur l'histoire des pouvoirs financiers. Voilà. Oui. Le capital colonial, la chambre de commerce, tout ça. C'est ça. Mamadou Dia avait en effet, depuis les années 58, on avait commencé à modifier complètement l'administration et l'économie du Sénégal. Substitué à une administration coloniale, militaire, territoire, cercle, canton, destinée à gérer le commerce de traite, à collecter les impôts, à recruter des militaires, à recruter des travailleurs forcés. Et à maintenir l'ordre colonial. Mamadou Dia a dit, 2 ou 3 ans avant l'indépendance, il faut effacer tout ça. Mettre à la place une organisation qui fera émerger un nouveau citoyen sénégalais. Et il était en phase avec Senghor pour cela? Bien sûr. Tout le temps qu'il discutait de ça, qu'il le disait, Senghor disait qu'il était d'accord. Et pour ça, il a mis en place la réforme administrative et territoriale. Nous vivons aujourd'hui sur la base d'une réforme administrative et territoriale imaginée par Mamadou Dia et par nous. Avant ça, ce qu'il y avait, c'était le territoire, les cercles, les commandants de cercle, les chefs de canton. À cela, Mamadou Dia a substitué des régions homogènes de développement, des communautés rurales,
Il a mis en place des coopératives pour démanteler le commerce de traite de l'arachide dont on parlait. L'animation rurale aussi. L'animation rurale aussi, pour fonder ce nouveau citoyen sénégalais. Très bien. Une anecdote à propos très des rapidement, marabouts. parce qu'il nous reste très peu de temps. Oui, à propos des marabouts. Oui. Mamadou Dia, en octobre 62, a fait ce qu'il a appelé les tournées économiques. Tous les ans, en octobre, il prévenait les marabouts et les grands producteurs d'arachide qu'il allait venir voir comment a été la récolte de l'arachide et comment on va commercialiser cet arachide. Le calife lui écrit pour lui dire que, comme d'habitude, il lui demande de venir passer la nuit à Touba. Nous partons donc de Dakar, Mamadou Dia, Joseph Mbaye, moi-même, Ben Madi Cissé, pour aller faire la tournée économique. Une première inquiétude qu'on a eue, c'est que quand on a vu les deux premiers marabouts mourir dans la matinée, ils nous ont dit, bu ngeen demee Touba, tin leen ñu, lu ngeen ci fa mën a dégg, tin leen ñu ci. Ça nous a mis la puce à l'oreille. Nous arrivons. Dire quoi? Quand vous irez à Touba, quel que soit ce que vous entendrez là-bas, quelles que soient les attaques dont vous pouvez être victime, nous vous demandons de ne pas réagir. Nous comptons sur vous pour ne pas réagir. Nous allons régler les choses. Nous arrivons très rapidement, à 1 kilomètre pour terminer de Touba. sur cette anecdote, oui. Le président, comment dire, on nous envoie pour nous dire que le calife nous demande de ne pas aller chez lui, mais d'aller en réunion à la place publique. Nous arrivons à la place publique, remplie de monde, noir de monde, avec un podium sur lequel étaient assis des gens venus de Dakar. Et le calife arrive quelque temps après et Dramé Mbaké, qui était son secrétaire, prend le micro et dit à Mamadou Dia, moi, Falilou Mbaké, j'ai appris que tu ne t'entends plus avec Senghor. Je tiens à te dire que si ça c'est vrai, moi je suis du côté de Senghor plutôt que du tien. Il lui dit, j'ai appris aussi que vous envisagez de nous convoquer à Dakar, nous les marabouts. Je tiens à vous dire que si ça c'est vrai, moi je ne viendrai pas. J'espère qu'il y a des photos d'archives de cette situation. Si vous voyez la tête des gens, on se disait que ça allait casser. Mamadou Dia s'est levé. La photo d'archives que nous avons, c'est plutôt Mamadou Dia, Senghor, Valdiodio Ndiaye, bon, et d'autres. Allez-y. Mais terminez très rapidement parce que le temps est presque épuisé. Aujourd'hui, il y a une tradition qui a été rompue, qui est que quand je venais, j'allais chez vous, on se concertait et on sortait pour dire l'accord sur lequel on était tombé. Tu dis que tu as entendu que je ne m'entends pas avec Senghor, je le regrette beaucoup, mais tu dis que si je vous convoque à Dakar, vous les marabouts, tu ne t'y rendras pas. Alors, Kangayam, de qui te moques-tu? Est-ce que c'est moi? Je me souviens que quand le commandant du cercle de Diourbel convoquait les marabouts, il galopait pour venir répondre. Moi qui suis président du conseil, tu dis que si je te convoque, tu ne viens pas. Il dit, le commandant du cercle n'était pas musulman. Est-ce que c'est sous le derby, etc. Vraiment, il a été d'une violence. Et après, il est descendu pour sortir et pour qu'on s'en aille. Les gens nous ont rejoints à la sortie de la ville pour demander que nous revenions voir Falilou. Nous avons dormi à la maison. Le lendemain matin, Falilou vient. Et quand Mamadou Dia lui a dit son étonnement, il a dit Falilou de Wakoulou Lugen la Mignam. Il a désavoué. Il a désavoué l'autre. Et on a su plus tard que c'est des adversaires de Mamadou Dia qui avaient monté le calife contre Mamadou Dia. Très bien, oui, je sais que c'est très intéressant ces anecdotes. C'est un débat qu'on ne peut pas épuiser ce soir d'ailleurs. Mais vraiment, en 10 secondes, Massénia, sur l'histoire du procès, est-ce qu'il faut réouvrir le procès Mamadou Dia, puisque vous faites partie de ces héritiers politiques? Ce n'est pas nécessaire. D'accord. Ce qui est important, c'est de faire ce qu'on fait actuellement dans certains pays qu'on appelle tribunal de les jurys d'honneur, vérité et réconciliation, commission vérité et réconciliation. Très bien, William Mbaye est en ligne parce qu'il faut qu'on le prenne parce que c'était prévu de l'avoir au téléphone. William Mbaye est l'auteur d'un documentaire Dia Président. Bonsoir William Mbaye. Vraiment, vous intervenez à la fin vraiment de ce débat. Dites-nous un peu, vous nous résumez un peu votre document Dia Président. Je vous donne mal, allô? Oui, je dis que vous êtes auteur, réalisateur d'un documentaire qui s'appelle Dia Président.
Pouvez-vous nous en parler très rapidement parce que vous intervenez presque à la fin de ce débat. On donnera tout à l'heure une dernière parole aux gens pour tirer les leçons de cette crise de 62. Le film s'appelle Le Président Dia et je suis en train de suivre votre émission de Saint-Louis parce que le film a été présenté à l'université Gaston Berger. Et l'intérêt de ce débat pour moi, c'est que 50 ans après, on parle de cette crise politique qui a ébranlé le Sénégal. Je pense qu'on en vit encore les conséquences. Et pour aller rapidement, je pense qu'il est temps de donner une rue, un stade, un aéroport, à une place à M. Mamadou Dia. Et pour vous, c'est comme ça qu'on pourrait le réhabiliter, entre autres actions? Comment? Pour vous, c'est comme ça qu'on pourrait le réhabiliter, lui, Mamadou Dia, entre autres actions? Parce que l'intérêt pour moi de faire ce film, je ne suis ni politicien ni historien. Oui. C'était, j'ai l'impression que Mamadou Dia a été effacé de l'histoire du Sénégal. Or, Mamadou Dia est indépendant. Bon, voilà. Donc, pour moi, il ne faut pas qu'il disparaisse. Il faut que les jeunes générations sachent qui il était. Très bien. Merci William Baye. Vraiment, on aura l'occasion certainement de vous interroger encore sur votre documentaire que nous aurons l'occasion certainement de diffuser sur TFM avec votre permission. Mais dernier tour de table, Babacar Justin Ndiaye, on n'a peut-être que 3 minutes pour faire ce tour de table. Quelles leçons tirer de cette crise de 62, de cette rupture Dia-Senghor qui nous poursuit encore? Les leçons ont été tirées. Maintenant, il s'agit simplement d'être un tout petit peu, j'allais dire, triste. Parce que les intrigants et les intrigues ont creusé la tombe d'un duo particulièrement complémentaires. Et qui sont toujours là. Oui, mais intrigants et intrigues. Oui, mais le peuple toujours les cours, qu'elles soient royales ou présidentielles. Les intrigants et les intrigues sont toujours dans les cours. Mais ce que je regrette, donc c'est un peu la note de tristesse, c'est que les intrigues ont creusé la tombe d'un duo qui était fait pour s'entendre et qui pouvait être particulièrement utile au Sénégal. Vous savez, Mamadou Dia, c'était un monument de pragmatisme et de volontarisme. Senghor, c'était un puits de rationalisme et j'allais dire de vision également. Alors, et surtout de rationalisme. Tout à l'heure, Mbaye Jacques Diop a fait l'éloge de l'organisation et de la méthode. Alors, et Senghor, il en était imbu, et même imprégné et imbibé. Alors, c'est donc dire que la note de tristesse, encore une fois, porte sur cet échec-là qui a été un coup dur pour le destin du Sénégal. Cheikh Hamidou Kane, quelle leçon? La leçon que j'en tire, c'est qu'il faut que le Sénégal continue dans la lancée de ce que nous avons fait ensemble dans les assises nationales à remettre en chantier, à étudier ce qu'a été son histoire. Le Sénégal est une exception de beaucoup de points de vue. Et en particulier, je pense que le fait qu'on ait mis en place ici un régime parlementaire, le seul dans les anciennes colonies de la France, à la place du régime présidentiel imité de celui de la Ve République, était quelque chose que le Sénégal méritait et pouvait supporter. Sauf que cette importance du parti, le cumul entre les mains d'un seul ou de deux hommes, de l'exécutif, du parti, c'était quelque chose qui n'allait pas dans le sens d'une vraie démocratie. Comme nous pouvions en rêver. Ceux qui dirigent, vous leur diriez démissionner de la présidence ou du secrétariat général de vos partis? C'est peut-être ça le message aussi. C'est un peu une des choses que nous avons dit dans les assises nationales, mais pas que cela. Hein, mais le Sénégal est en avance sur beaucoup de pays dans le monde et il faut qu'il continue dans le sens, n'est-ce pas, de parfaire sa démocratie, de parfaire son gouvernement. Oui. Massène Sène du MSU, je dirais pourquoi je vais terminer avec le président Mbaye Jacques Diop. Oui. Moi, je dirais que c'est regrettable. C'est regrettable que pour des questions d'égoïsme. Votre micro. C'est regrettable que pour des questions d'égoïsme politique et de recherche de pouvoir personnel qu'on ait sacrifié un projet qui devait être un guide pour toute l'Afrique noire, indépendante pendant cette période de 1960. Le Sénégal avait élaboré une démarche qui a permis de mettre en place un plan de développement qui devait nous sortir
du néocolonialisme et en même temps nous faire atteindre l'indépendance économique. Très bien. Baye Jacques Diop, je termine par vous parce que j'avais commencé par le doyen sur ce plateau et vous êtes le vice-doyen, comme vous le disiez tout à l'heure. Quelles leçons tirer de la rupture Dia-Senghor aujourd'hui en 2012? Eh bien, Mamadou, beaucoup de tristesse. Beaucoup de tristesse. Parce qu'encore une fois, j'ai vécu entre les deux. Mais peut-être il ne faut pas qu'on s'apitoie sur notre sort. Il faut peut-être en tirer les enseignements, non? Oui, les enseignements, il faut les tirer. Parce que j'ai dit encore une fois que Mamadou Dia et Senghor, moi, je les ai côtoyés. J'étais très proche de l'un et de l'autre. C'est Mamadou Dia qui m'a nommé en 60 auprès de Cheikh Hamidou Kane, gouverneur de Thiès, commissaire à la jeunesse et au sport, en 1960. C'est la signature de Mamadou Dia. Et j'avais avec moi 4 régions. Bref, c'est pour donc dire que j'étais très proche de Mamadou Dia. Mais moi, je suis un senghoriste et je le réclame. Je m'en prévaux. J'ai dit, je suis un senghoriste. Comme Dia était senghoriste. Dia était fondamentalement un senghoriste. Parce que Senghor qui avait créé le parti... Senghor était diaïste. Si tu veux. Oui. Il l'était aussi. Oui, absolument. On peut le dire aussi. Hein, vraiment. Mais on ne peut pas, Mamadou, on ne peut pas imaginer le degré de complicité intellectuelle qu'il y avait entre ces deux hommes-là. C'était... alors, donc, ce qu'il faut en tirer, il faut aujourd'hui réouvrir, non pas le procès de Mamadou Dia, mais l'histoire, cette séquence de notre histoire, pour qu'elle soit acceptée par tous, et ensuite que vraiment le Sénégal avance sur la part de ce qui a été fait, et que ça nous serve, non pas avec les assises nationales, qui ça aussi, les assises nationales, c'est une faction du Sénégal. Mais avec quoi alors? C'est une faction du avec Sénégal. Quoi, alors avec quoi? Avec tout le monde. Dans un grand consensus. Ça, ce n'est plus l'histoire. Ce n'est plus l'histoire maintenant. Voilà. Il y a eu crash quand Senghor a cessé d'être diaïste. Bah, voilà. C'est terminé pour le débat de ce soir. Merci à tous les 4 d'être venus sur ce plateau de TFM. Merci à toute l'équipe technique, à la réalisation technique Pierre Da Silva. Mention spéciale à Papi Diaw qui nous a vraiment aidé à préparer cette émission. Merci. Bonsoir chez vous.